Eh ben, Melicorne, avant de lancer officiellement la saison de Noël, il faut absolument qu'on parle d'Agatha All Along. Allez, c'est parti. Sonne le retour des sorcières sur la route. Sonne le retour des sorcières en déroute. Melicorne, cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais suite à mon total crush sur cette série et à plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire une petite critique, très vite, je me suis dit que je pouvais pas ne pas faire une critique sur Agatha All Along. Bon, clairement, les critiques sur Agatha, il y en a pas mal en ce moment sur YouTube. Le seul truc, c'est qu'elles sont plutôt traitées d'un point de vue masculin, on va pas se mentir. Et nous, les filles, on a aussi envie de kiffer, un petit peu les personnages féminins de Marvels. Donc, on va se faire une petite critique entre nous. On remercie en particulier Ophélie qui m'a demandé expressément de faire la critique. Et effectivement, je me suis dit qu'elle avait raison, il fallait absolument que je la fasse. Et donc, comme d'habitude, nous allons avoir une partie 1 sans spoiler, dans laquelle on va parler du projet d'Agatha All Along, on va parler également de la mode, comme d'hab, on va faire un petit point mode, mais on va faire également un petit point witchy, parce que, Agatha est quand même une sorcière, et moi aussi un petit peu. Donc on va voir un petit peu ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Et puis je vais vous dire vite fait ce que j'en pense, sans spoiler. Et puis après on va passer à la partie spoiler, où là je vais parler un petit peu plus de ce que j'en pense et pourquoi, comment, tout ça. Donc comme d'habitude on se munit d'une bonne tasse et on est parti pour cette série de critiques sur Agatha. Tout d'abord, avant de parler d'Agatha, parlons du contexte MCU. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis une grande fan en fait de la saga, mais de la franchise MCU, Marvel Cinematic Universe. J'aime beaucoup les films de super-héros. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a eu quand même beaucoup de déceptions. Mais il y a quelques films qui, pour moi, ne méritaient pas les mauvaises critiques qu'ils ont eues. Parce que je pense tout simplement que ces films s'adressaient à un public qui n'est pas forcément celui des fans de Marvel. Quand je dis ça, je veux parler en particulier de Black Panthers, mais surtout de Black Panthers 2, qui apparemment a déçu pas mal de fans. Et moi, je trouve que c'est pas du tout justifié dans la mesure où, en fait, Black Panthers 2, pour moi, s'adressait complètement à la communauté noire. Et cette communauté devait dire au revoir à l'un de ses héros, tant sur le plan de Marvel, mais aussi sur le plan cinématographique en général. Le premier acteur qui a revêtu les traits de Black Panthers ayant disparu, et cet acteur étant une grande figure de la culture noire, il a fallu lui dire au revoir. Et c'est vrai que je pense que la communauté noire avait besoin de ce film-là, d'un film qui soit très porté autour du deuil, autour de la disparition, de la difficulté à faire face quand il y a un deuil. Et moi, ce film, il m'a énormément parlé, et je pense qu'il a énormément parlé à beaucoup de personnes de la communauté noire. Mais du coup, il a essuyé pas mal de critiques parce qu'il était moins bien, selon certaines personnes, que le premier opus. Mais je ne suis pas de cet avis et je pense que je suis pas la seule. C'est totalement pareil pour The Marvels, qui a été totalement décrié par la critique, alors qu'en fait The Marvels était un film qui s'adressait surtout aux femmes en fait. C'était un film avec des héroïnes dedans, et thématiques étaient des thématiques qui étaient chères aux femmes en fait, puisqu'on y parlait de sororité. Il y avait pas de mec mis en avant dans cette série, à part Nick Fury, mais c'était pas du tout un personnage central, et ça parlait pas forcément de lutte de pouvoir, de trucs assez macho quoi. Les thèmes abordés étaient plutôt des thèmes de sororité, étaient aussi des thèmes de leadership, des thèmes qui vont parler également des responsabilités qu'on a quand on a énormément de pouvoir, mais aussi quand on est à la tête d'une planète, comme l'était la méchante. On a beaucoup dit que la méchante était pas impressionnante et que c'était vraiment dommage. C'est vrai que le personnage principal, je crois que c'est Ronan. C'est vrai que Ronan dans le MCU a été vachement mal desservi par le MCU, parce qu'on l'a vu brièvement dans c'est quoi? On le voit brièvement, il se fait botter les fesses, et du coup beaucoup ont pas compris le traitement de Ronan, et beaucoup ont surtout pas été convaincus par la méchante qui était sa compagne et qui était celle qui récupérait son royaume du coup. Mais en fait justement ce film, c'est un film avec une patte, une finesse féminine. Donc l'idée c'est pas de faire peur, c'est pas de montrer la puissance à l'état pur, c'est pas d'être
ce côté très, vous voyez, qu'on peut avoir dans dans le MCU. Là, on était sur quelque chose de beaucoup plus psychologique, de temps en temps très feel good, et bah, je pense plutôt féminin, qui s'adressait plutôt aux femmes. En plus, on avait des petits chats et tout, donc clairement, voilà, on s'adressait plutôt aux nanas. Et dans cette lignée-là, on a également The Marvels, qui était pour moi presque l'un de mes films préférés chez Marvels, qui s'adressait plutôt à un public beaucoup plus adulte, en tout cas qui avait un traitement beaucoup plus adulte, beaucoup plus posé, beaucoup plus psychologique. C'était également très beau visuellement. C'était un film qui s'adressait plutôt qui avait plutôt une patte adulte. Et donc que ce soit Black Panthers 2, que ce soit The Marvels, que ce soit The Eternal, c'est un film qui s'adressait à un public en particulier. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est que les critiques, en général, ont tendance à oublier que certains films ne s'adressent tout simplement pas à eux. Et c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Et c'est ok de dire qu'ils les aiment pas, qu'ils n'aiment pas le film et tout. Mais je pense sincèrement que beaucoup de critiques, qui sont souvent des blancs, des mecs, des fans purs et durs et tout, je pense que beaucoup ne se rendent pas compte en fait qu'ils ne représentent pas la majorité. Et comme ce sont eux qui regardent les films en premier, qu'en fait on regarde, on va voir leur point de vue sur le film avant de se décider de regarder un film souvent, eh bien on passe souvent à côté de très bons films parce qu'ils ne sont pas assez mis en avant par cette cible-là, en fait. Mais ce n'est qu'une cible. Et vous n'êtes pas forcément concerné par leur vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que quand cet abonné, Ophélie, m'a demandé de faire la critique, je me suis dit, mais totalement, il faut que je fasse la critique parce que cette série s'adresse aux femmes, s'adresse aux witch aussi, s'adresse à moi. Et j'ai été touchée par cette série, j'ai aimé cette série, mais comme jamais. Et donc, c'était important de la mettre en avant. Mais voilà, j'avais envie d'ajouter mon petit point de vue de meuf sur cette série parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de critiques féminines. Et encore moins de critiques féminines racisées. Et alors, encore moins de critiques racisées de plus de 30 ans. Donc voilà, ça c'était pour le petit point sur le MCU et sur le fait que, oui, c'est vrai qu'il y a la qualité de certains films, par exemple comme Quantum Mania, le dernier Doctor Strange, tout ça, c'était vraiment des films... voilà, mais par exemple Thor, j'ai vachement aimé parce que j'ai aimé le côté what the fuck. Je m'attendais à voir un film what the fuck, j'ai eu un film what the fuck et je me suis énormément marrée en regardant ce film. Donc voilà, pour moi c'était important non seulement de faire la critique, mais aussi d'y mettre un petit bémol par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube, sur les critiques de films et de séries, et dire que c'est pas parce que un critique n'a pas aimé une série ou un film que vous n'allez... Moi, j'ai remarqué, j'adore, par exemple, regarder les vidéos, par exemple, de Red Jelly et Gorilla, mais je suis jamais d'accord avec son point de vue au niveau des films, au niveau des critiques. C'est hyper rare qu'on soit sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, je regarde de moins en moins ces critiques. En fait, je regarde juste ces points ciné parce que c'est là où on va avoir toutes les informations. Par contre, on a d'autres critiques, par exemple, comme Landry, qui est un YouTuber que j'adore, parce qu'il fait des critiques ils sont fun. Il est fun, ce mec. Il me fait rire. Et donc, ça, même quand il aime pas un truc, ça passe beaucoup mieux. En général, il est jamais méchant pour être méchant. Il défonce jamais une série. Lui, en fait, il a ce point de vue de dire, parce qu'il est racisé, je pense, et que du coup, il comprend le fait que on n'a pas forcément le même point de vue en fonction de qui on est, en fait. Parce que un film, en fait, une œuvre artistique, en fait, elle te parle ou elle te parle pas par rapport à ton vécu. Et lui, en tant que personne racisée, je pense qu'il a cette notion et qui dit souvent, voilà, ce film je l'ai pas aimé, il s'adresse pas à moi et c'est pas grave et il va pas le défoncer pour rien. Voilà, je vous donne quelques références au cas où vous voudriez voir des critiques un petit peu plus construites et un petit peu plus techniques que moi, parce que moi je vais vous donner mon point de vue d'une meuf qui ne lit pas le MCU, qui ne lit pas les comics ni rien, qui a juste vu à peu près toute la franchise, à peu près. La qualité quand même des films et des séries Marvel a baissé et donc du coup je ne regarde plus tous les projets comme ça pouvait être le cas avant. Mais donc c'était important pour moi de faire ce petit bémol et de dire attention, c'est pas parce que la critique est mauvaise que le film ne vous plaira pas. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait plusieurs profils de personnes qui font des critiques pour savoir si quelque chose peut vous... Enfin, n'hésitez pas à multiplier les sources en fait. Bref, parlons maintenant du projet Agatha. Agatha fait suite à la série WandaVision, qui est la première série qui a lancé la plateforme de streaming de Disney+. C'est une série qui a rencontré un énorme succès juste après les confinements. Donc c'était un moment où on pouvait
pas encore allé au cinéma, il me semble. En tout cas, on commençait à y retourner, mais en même temps, on avait beaucoup d'attentes parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de fiction Marvels. Donc cette série était vraiment super attendue et heureusement, elle a été à la hauteur de l'attente. Elle a rencontré un énorme succès et suite à ce succès a été annoncée la sortie prochaine d'Agatha All Along. C'est un projet qui m'a fait plaisir quand on l'a annoncé, mais au fur et à mesure où j'ai pu voir la qualité des séries Marvels, j'ai commencé à beaucoup douter. Donc j'étais quand même en attente, mais je me disais ah ça me fait peur tout ça. Et alors quand j'ai vu le premier teaser d'Agatha All Along, je me suis dit ok, cette série elle est pour moi, je veux absolument la voir et je ne me suis pas trompée. Du coup, il s'agit d'une sorte de deuxième saison de WandaVision. On a changé de personnage principal. Les personnages principaux de la première saison, on ne les voit plus. Presque plus, mais la série va se centrer sur Agatha, qui était la grande méchante de WandaVision. Et Agatha Harkness, dans cette série, va devoir suivre un voyage initiatique pour affronter tous ces démons. Voilà, je le résume comme ça. C'est hyper difficile de résumer la série sans spoiler. Quand vous allez voir le premier épisode déjà, vous allez me dire « tu m'as spoilé ». Mais je suis obligée de vous donner un synopsis. La première partie de cette vidéo va être hyper compliquée. Une partie où je dois parler d'Agatha All Along sans spoiler, c'est chaud, mais j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à l'écrire. Donc voilà pour le synopsis. Avant de passer à ce que j'ai pensé de la série et à mon point de vue à moi sur la série, je vais vous donner mon point de vue witchy sur la série. On va voir les cohérences et les incohérences avec l'univers witchy, parce que j'ai trouvé que la série était vraiment très très bien faite d'un point de vue ésotérique. Elle est assez bien construite, il faut le dire. On a vraiment pas mal de choses qui sont reprises, comme le pentagramme qui est un truc de protection, les cristaux, les bougies. On a vraiment des choses assez intéressantes de ce point de vue-là. En particulier, l'idée la plus importante de cette série, ça va être autour de ce coven qu'Agatha est obligée de réunir pour pouvoir avoir ce voyage initiatique, pour pouvoir récupérer ses pouvoirs, parce que de toute manière, même si vous n'avez pas vu Agatha, je vais partir du principe que vous avez quand même vu WandaVision, et du coup vous savez très bien qu'à la fin de WandaVision, Agatha est totalement démunie de ses pouvoirs et laissée là dans une ville où elle est enfermée dans un certain cycle psychologique. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, donc je vais en rester là. Et du coup, pendant cette série Agatha All Along, en fait, Agatha va essayer de récupérer ses pouvoirs, et pour ça, il faut qu'elle s'entoure d'un coven pour mettre leurs pouvoirs en commun et augmenter les chances d'obtenir ce qu'elle désire. Donc les cohérences par rapport à la sorcellerie, c'est vraiment cette idée de coven, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve également. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment qui est là dans la sorcellerie. C'est l'idée que une sorcière a son pouvoir, mais qu'il arrive fréquemment que des sorcières se réunissent pour travailler ensemble sur un objectif commun et qu'elles unissent leurs pouvoirs et que du coup elles soient beaucoup plus puissantes ensemble. Donc ça, c'était assez cohérent et c'était cool. Il y a aussi quelque chose qui est très vrai, c'est l'idée que chaque sorcière a son domaine de prédilection. C'est vrai que les sorcières, au fur et à mesure de leur pratique, elles se découvrent en fait une certaine affinité et un certain talent pour tel ou tel art magique, et du coup elles vont développer ce talent et être presque les expertes. Et c'est vrai que dans un coven, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une experte dans à peu près chaque domaine, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais donc, en fait, dans des domaines qui sont complémentaires, voilà. C'est ça qui est intéressant dans un coven, mais c'est pas toujours le cas, attention. Mais surtout, on avait une certaine cohérence par rapport à la magie. On a beaucoup d'objets utilisés par les sorcières qui sont vraiment mis en avant également dans cette série. C'était intéressant. Dans l'épisode 7, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va avoir tous les personnages qui vont être grimés avec des représentations de sorcières dans la culture populaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. On avait une sorcière qui était la sorcière de Wicked. On avait une autre sorcière qui était également une sorcière dans Le Magicien d'Oz. On avait Maleficent, donc Maléfique dans le truc Disney. Enfin bref, on avait plein de représentations, c'était assez sympa. Donc voilà, on a beaucoup de folklore, on a beaucoup de choses qui sont reprises, qui existent vraiment dans la culture et dans la tradition des sorcières. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu, parce que c'est vraiment très très rare, c'est que pour une fois, et ça fait plaisir, pour une fois, au moment de faire l'épisode sur le tarot, les interprétations étaient correctes. Parce que combien de fois j'ai vu des séries ou des films ou autres
où la meuf, elle tire le tarot, et par exemple, elle sort la mort, et oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va mourir. Non, 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 ça veut dire que c'est la fin d'un cycle et qu'un autre cycle va commencer. C'est pas forcément la mort, ok. Et là, ils le disent, elle sort à un moment donné la carte de la mort, et là, elle le dit. Non, en fait, c'est pas forcément une mort physique. Et combien de fois j'ai pas vu des films ou des séries avec la personne qui sort la carte du cavalier ou du chariot, et on a un plan juste après avec un cavalier qui arrive, hein, des sabots qui claquent sur le sol, ou les roues d'un chariot. Oh putain, qu'est-ce que ça me gonfle. Alors que la carte du chariot ne veut absolument pas dire ça. Ça peut vouloir dire effectivement un voyage, un déplacement, mais la plupart du temps, ça veut dire un succès, voire le côté négatif. Si c'est un conseil qu'on donne, faire attention à ne pas être trop zélé et ne pas faire preuve de trop d'arrogance. Donc voilà, rien à voir. Donc ça fait plaisir en fait de voir enfin une fiction où les personnes qui ont fait le scénario ont vraiment fait des recherches et se sont vraiment demandé les interprétations des cartes et ont sorti les bonnes cartes pour dire la bonne chose. Ça fait plaisir. Je vais arrêter là les côtés cohérents parce qu'il y en a plein, franchement. Il y a plein de références qui sont là dans la série, mais j'avais envie de mettre en avant celle-ci. Par contre, là, je vais mettre en avant les incohérences. Et l'incohérence la plus importante pour moi, c'est le mot sabbat qui est utilisé à mauvais escient dans cette série. Dans cette série, le sabbat, c'est l'équivalent pour nous d'un coven. Un coven, c'est un groupe de sorcières, c'est un pacte entre des sorcières qui deviennent des sœurs et qui travaillent ensemble sur des objectifs communs. Un sabbat, c'est des célébrations du soleil, donc ça va être des célébrations en fonction de la roue de l'année, en fonction des saisons, tout ça. Donc on a en tout 8 sabbats, dont 4 qui vont être des sabbats de saison. On a 8 sabbats et les sabbats, ce sont des célébrations. C'est comme Noël. En fait, Noël, à la base, c'est un sabbat. C'est le sabbat de Yule, qui est le sabbat qui acte le fait qu'on est arrivé à la saison sombre et que à partir de maintenant, les jours vont commencer à s'allonger. Bref, donc ça, c'est quand même un gros truc qui est vraiment pas pareil, qui est vraiment pour moi une grosse erreur par rapport à l'écriture en fait. Mais cela dit, ça c'est la version française parce que en anglais, en fait, ils utilisent bien le mot coven. Ils n'utilisent pas du tout le mot sabbat. Autre incohérence, on nous fait croire en fait que le fait que Agatha soit une sorcière sans coven, du coup, ça montre en fait qu'elle est soit asociale, soit psychopathe, quoi. Alors qu'en fait, beaucoup de sorcières n'ont pas de coven, tout simplement parce que il y a eu une chasse aux sorcières en fait, et donc beaucoup de sorcières font leur pratique en privé, toutes seules. Et plus on se réunit, en fait, plus on se met en danger, parce que ça veut dire que d'autres personnes vont savoir qu'on est une sorcière et tout. Donc les covens, c'est quand même quelque chose qui s'était un peu perdu de vue, qui reprennent de l'essor maintenant qu'on est un petit peu en sécurité. Mais donc voilà, une sorcière n'a pas forcément de coven, loin de là. Et je trouve que la série élude beaucoup trop le fait que s'engager dans un coven, en fait, c'est pas anodin, et ça veut dire qu'en fait, la personne s'engage à faire partie d'une sororité, et donc d'avoir des sœurs. Et les liens entre les membres d'un coven est vraiment hyper fort, même si on n'est pas toujours d'accord avec ces personnes-là. C'est vraiment des gens qu'on va défendre et pour qui on va se battre et qu'on va aimer même. Donc voilà, ce côté n'est pas, je trouve que ce côté n'est pas assez mis en valeur dans la série, et qu'on fait passer le fait que Agatha n'a pas de coven pour quelque chose qui veut faire croire que ne pas avoir de coven, c'est être dangereuse pour les autres sorcières. Alors que pas tant. Il y a une autre grosse incohérence dans la série, mais je peux pas vous en parler dans cette partie spoiler, donc pour celles qui ont déjà vu la série, ou celles qui n'ont pas l'intention de voir la série, on en parlera dans la partie spoiler. Maintenant, passons à ce que j'ai pensé de la série. Évidemment, vous vous en doutez, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je ne ferai pas une vidéo si je ne l'avais pas aimée. Évidemment, vous l'aurez compris, je peux pas dire énormément de choses dans cette partie non spoiler. On va détailler beaucoup plus ce que je pense de la série dans la partie spoiler. Mais ce que je peux vous dire dans cette partie non spoiler, c'est que premièrement, j'adore la chanson qui porte le film et que j'ai chanté tout à l'heure, donc sur les sorcières de la route. Je peux pas trop dire de quoi parle cette chanson sans spoiler, donc je ne vais pas le faire. Mais j'aime énormément cette chanson qui est très facile, enfin, qui est très parlante, qui est vraiment dans l'esprit et qui est vachement entêtante, on commence à entonner très facilement et qu'on a dans la tête toute la journée. Et du coup, ça rajoute en fait à l'envie de voir l'épisode suivant. Et il faut savoir que la chanson en français, on la trouve pas sur les sites en streaming musicaux.
Et c'est vraiment dommage parce que je la trouve vraiment bien réussie. J'aimerais bien pouvoir l'écouter en fait autrement qu'en regardant la série. Donc s'il vous plaît, Disney, vous pouvez nous la mettre la chanson en français? Ce serait cool. Mais évidemment, ce que j'ai énormément aimé dans la série, par-dessus tout, hein, si ça n'avait pas été là, bah j'aurais pas autant kiffé la série que ça. C'est tout simplement que le scénario est hyper original dès le départ. On en reparlera dans la partie avec spoiler, mais dès le départ, en fait, on est dans un scénario hyper original. Et c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de faire une critique de cette série sans spoiler, parce que le scénario est tellement bien écrit, bien fait, bien amené, que même le synopsis, c'est difficile de l'aborder sans spoiler, en fait. Donc, rien que la route des sorcières qui est énoncée dans la chanson, je peux pas vous dire ce que c'est sans vous spoiler. Donc, on en reviendra en partie spoiler, mais voilà, c'est très, le scénario est tellement bon et tellement bien fait et tellement surprenant que c'est difficile de faire une critique et de dire de quoi la série parle sans spoiler. Donc, vous imaginez bien à quel point on est surpris souvent, et ça c'est super cool. J'ai également beaucoup aimé l'inclusivité qu'il y a dans cette série, et c'est pas surprenant parce que l'inclusivité c'est vraiment une notion qui est vraiment très présente chez les sorcières. On a un personnage gay, on a deux personnages gays même, trois, quatre, en fait, finalement, quatre, on a quatre personnages gays, donc deux couples. On a un personnage noir, on a un personnage asiatique, on a deux personnages âgés. Il manque juste des personnages handicapés et des personnages gros. Mais là, ça, pour Marvel, je pense qu'on va trop loin. Faut pas aller trop loin non plus, des gros super-héros. Non mais attendez, voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, il manque juste ça pour que vraiment cette série soit hyper inclusive. Mais c'est pas étonnant en fait que dans cette série parle de sorcières, on ait cette inclusivité tout simplement parce que c'est une notion qui est très présente dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la chasse des sorcières, c'était tout simplement une chasse qui visait à museler les femmes, mais aussi à condamner tous ceux qui n'étaient pas comme ce qu'on attendait dans la culture judéo-chrétienne. Donc effectivement, le côté inclusif, ça a toujours été très présent chez les sorcières. Chez les sorcières, on a cette idée que être ménopausée, c'est pas un problème. Chez les sorcières, on a cette idée qu'être célibataire avec des chats, c'est pas un problème. Que être gay, c'est pas un problème non plus. Bref, c'est pas du tout étonnant qu'on ait cette inclusivité. Déjà, Marvel en soi est très inclusif, mais voilà, encore plus. Enfin, je pense que une série sur des sorcières se devait d'être inclusive, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, ne me parlez pas de wokisme en me parlant de cette série. La sorcellerie, c'est clairement woke. Et puis, évidemment, je ne peux pas vous parler d'une série sans vous parler du petit point mode, des costumes, des personnages. Évidemment, j'ai adoré les costumes. Vous le savez, ça fait toujours partie des choses qui font que je vais aimer ou pas une série. C'est évidemment quelque chose que je regarde énormément parce que votre copine là, elle fait quand même des vidéos sur la mode grande taille. C'est quand même mon domaine. Et donc, voilà, gros coup de cœur sur les costumes, en particulier sur la tenue d'Agatha, la tenue principale d'Agatha, parce que parfois elle est habillée différemment en fonction des épreuves qu'il y a dans la série. Pas vous dire. Et donc, on a cette tenue principale d'Agatha avec une chemise, c'est une popeline, mais je pense que c'est une popeline avec un petit peu de soie dedans parce qu'elle est vraiment extrêmement fluide, extrêmement belle en fait, un très joli tissu. On va avoir également un pantalon plissé bleu nuit avec une redingote longue, bleu nuit également, et des petites bottines de sorcière. Évidemment, au niveau des accessoires, on va avoir son petit médaillon, là, le petit camé qu'elle a. Je peux pas trop parler de ce camé, mais soyez attentifs quand on parle de ce camé. Et puis, évidemment, elle va avoir ce chapeau de sorcière, ce chapeau en laine, dans quelques épisodes, pas dans tous. Au début de la série, elle va avoir cette coiffure relevée qui fait très 19e siècle, fin du 19e siècle, début 20e. Donc voilà, j'ai adoré vraiment le style vestimentaire d'Agatha dans cette série, à tel point que après la série, en fait, j'ai fait des recherches pour trouver une redingote longue. Si en plus je peux trouver un pantalon qui va avec, ce sera encore mieux. Mais surtout, je cherchais un chapeau parce que moi j'ai un problème. J'ai une grosse tête, ça vous surprendra pas. Étant donné que j'ai une grosse estime de moi-même et qu'en plus je suis HPI, c'est pas étonnant que j'ai une grosse tête. Mais donc voilà,
Je fais 60 centimètres de circonférence de la tête et comme en plus je porte des tresses ou alors mes cheveux afro, bah c'est encore plus gros, ça prend encore plus de place. Donc j'ai du mal à trouver des chapeaux à ma taille, mais là en faisant mes recherches exprès, j'en ai trouvé. Par contre, ça coûte un bras, hein, on va pas se mentir. Donc je pense que je vais m'en acheter un pour commencer, un noir, quitte à le customiser de temps en temps avec un tour qui sort de l'ordinaire. Si vous avez vous aussi une grosse tête, pour le moment, je vous le dis pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais sûr, parce que je compte en parler, tout simplement parce que j'attends d'avoir mis ma main dessus avant de vous en parler pour pas qu'il soit en rupture de stock. Parce que dès que je vous parle d'un truc, en fait, quand je reviens, c'est en rupture de stock. Je vous ai parlé il y a pas longtemps des pulls cachemire de Damar. Je reviens, c'est en rupture de stock. Faut se calmer, hein. Non mais, bref, gros coup de cœur pour les costumes et en particulier la tenue d'Agatha qui j'adore. Elle est à la fois intemporelle, mais à la fois on sent un petit côté histoire. J'ai adoré. Franchement, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, si vous aimez l'histoire de la mode, il faut absolument que je vous parle de ce livre, qui est un livre d'histoire de la mode. Hein. C'est la grande histoire de la mode aux éditions Larousse. Ils m'ont envoyé ce livre. Il est juste superbe. Il est superbe. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que non seulement on a des points historiques au début de chaque partie pour vous expliquer les dates importantes de cette partie de l'histoire pour que vous soyez dans le contexte. Et puis après, on va avoir également l'explication des costumes. Et ensuite, on va avoir toujours une double page sur une icône de mode de cette période-là. Donc ça, c'est une icône de mode qui portait les vêtements et qui était connue pour ça et qui a vraiment mis en avant la mode de cette époque-là. Soit ça va être des créateurs. De plus en plus, vers la fin, en fait, on a plus de créateurs et moins de personnes iconiques, mais on en a quand même. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le seul point négatif, c'est que je trouve que cette personne qui est une Britannique met beaucoup en avant des personnes qui aujourd'hui ont été décriées pour leur comportement dans l'histoire en fait. Moi personnellement ça me pose pas de problème qu'elle en parle, mais je pense que c'est important de faire un petit point pour parler de ce qu'on lui reproche aujourd'hui à ce personnage historique et elle ne le fait pas. Donc elle nous parle que du côté mode alors que ce livre est un livre d'histoire de la mode. Donc il faut parler également de l'histoire et de la portée politique qu'a ce personnage. Elle met par exemple en avant Édouard VIII d'Angleterre, qui est tout simplement le grand-oncle du roi actuel d'Angleterre et qui a abdiqué pour épouser une américaine, qui a été depuis montré du doigt parce que en fait il aurait collaboré avec les Allemands en donnant des informations sensibles sur les défenses notamment françaises, sur le mur Maginot. Ça, c'est des documents de la CIA qui le disent. D'ailleurs, je sais plus si cette vidéo est disponible, mais il y avait Secret d'Histoire qui avait traité de cette histoire. Il n'y a pas eu une notion de ça, donc alors que bon, c'est quand même important. Et puis, elle met en avant ce personnage qui a été sûrement en tout cas, j'en avais jamais entendu parler, mais elle met en avant ce personnage et par exemple, Lady Diana, elle fait juste un petit encadré. Alors que pour le coup, Lady Diana, c'était vraiment une icône de bonne. Hein. Là, c'était vraiment la femme la plus célèbre à ce moment-là, en grande partie pour son goût en termes de mode. Et elle n'en fait qu'un petit encadré, alors qu'Édouard VIII, elle en fait une double page. Ça me dépasse. Le traitement est pas du tout logique, et en plus, elle ne parle pas de ce petit côté pareil. Elle parle de Coco Chanel. Elle ne va pas parler également de son côté un petit peu pro-allemand. Et autant ce serait juste un livre de mode, pas de problème. Là, c'est un livre d'histoire de la mode. Et l'histoire de la mode, c'est l'histoire. Donc voilà, ça me pose un problème. Mais à part ça, le livre est super. Donc ça, c'était les petits apartés pour celles qui aiment l'histoire de la mode et qui ont envie de se faire plaisir pour Noël, qui ont envie de le mettre dans leur wishlist. Ce livre est superbe. Donc voilà, ça c'était pour le petit point mode. On va pouvoir passer à la partie avec spoiler. Bon, je préviens, la partie avec spoiler, elle est longue. Hein. Comme je vous le disais, j'ai adoré le scénario, et donc il va falloir parler de ce scénario. Et en fait, ce scénario, il m'a mis sur les fesses dès le premier épisode. Le premier épisode, j'étais un peu en mode, mais pourquoi on nous montre Agatha sous les traits d'un détective solitaire qui cherche à éluder un meurtre. Et en fait, on comprend qu'Agatha est enfermée tout simplement dans une série comme l'était Vanda, où elle est le personnage principal, et elle a choisi de s'incarner dans un polar dans lequel elle court après un serial killer, en tout cas un assassin de femmes. Et il y a Rio qui vient la voir et qui lui dit c'est marrant que tu te vois comme ça. Et effectivement, c'est assez marrant en fait, puisque bon, on le saura plus tard. Maintenant, je peux le dire.
on est dans la partie avec spoiler, donc je peux le dire que bah, c'est plutôt elle qui a l'habitude de tuer les gens, donc c'est marrant qu'elle se soit mise dans la peau de quelqu'un qui cherche les assassins. Et la raison principale pour laquelle j'adore ce premier épisode, c'est qu'il donne tout de suite le ton. C'est-à-dire que dans cette série, il faut se fier à rien ni à personne. Tout n'est qu'illusion, tout n'est que supercherie et tout n'est que perception en fait. Et ça, c'est hyper important et c'est vrai que ma mère, par exemple, a eu vachement de mal à rentrer dans cette série parce que bah, elle comprenait pas en fait. Elle comprenait pas ah, qu'est-ce qui se passe. C'est une série sur quoi en fait. Bon après, elle a pas vu WandaVision, donc ça explique aussi pourquoi elle comprend mal. Mais c'est vrai que ce premier épisode nous donne le ton sur la série et te dit que en fait, tu vas te faire balader. Hein. Attention, tu vas te faire balader, n'aie pas peur. Ça va bien se passer, mets ta ceinture, ça va bien se passer. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'en fait, on va crescendo. C'est-à-dire on a un premier épisode où en fait on se demande qu'est-ce qu'on fait là, jusqu'à ce qu'à la fin on comprenne qu'en fait Agatha est enfermée dans une série. Ensuite on va avoir cette partie où en fait on va proposer d'Agatha d'aller sur la route des sorcières et on voit qu'Agatha n'est pas très chaude pour aller sur la route des sorcières. Elle y croit pas beaucoup et on comprendra plus tard bien pourquoi elle ne voulait pas y aller. Et donc dans ce deuxième épisode, elle va réunir son coven pour pouvoir ouvrir la route des sorcières et elle va pouvoir y pénétrer à sa plus grande surprise. Je pense que je peux le dire maintenant, on est dans les spoilers. Donc normalement vous avez vu la série, donc en fait vous le savez, hein, la raison pour laquelle elle était pas chaude pour aller sur la route des sorcières, c'est que tout simplement la route des sorcières n'existe pas. Toutes les sorcières en ont entendu parler, mais c'est parce que Agatha et son fils ont inventé une chanson sur la route des sorcières qui est censée te donner quelque chose que tu veux, sur laquelle il va falloir que tu affrontes des épreuves pour pouvoir atteindre ton objectif. Et en fait, c'était juste une chanson qu'elle a inventée avec son fils. Au fur et à mesure, en fait, comme tout le monde a commencé à y croire, et ben, elle a commencé à dire oui, c'est vrai, ça existe. Et donc, elle faisait des sabbats comme ça et elle tuait les autres sorcières pour récupérer leur pouvoir. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle n'était pas très chaude pour aller sur la route des sorcières parce que elle voyait pas comment ça pourrait l'aider dans la mesure où la route des sorcières n'existe pas et elle voulait récupérer ses pouvoirs en fait après avoir réalisé qu'elle était enfermée dans une série qu'elle n'avait plus de pouvoir. L'idée, c'était de récupérer ses pouvoirs et elle voyait pas comment la roue des sorcières pouvait l'aider. Sauf qu'elle a fini par se dire que, en fait, si elles font la chanson La roue des sorcières et que les autres essayent de la tuer, elle pourra peut-être récupérer leur pouvoir pour pouvoir s'en servir après. Et puis, les épisodes vont aller crescendo. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs épisodes, des épisodes de 3 à 5, je trouve que, bon, c'était pas palpitant, mais on était tenu par les mystères autour des personnages, qui les sorcières étaient, pourquoi elles voulaient faire la roue des sorcières, qu'est-ce que la roue des sorcières, qui est le gamin qui va pousser Agatha à faire la roue des sorcières. Tout ça, on ne le saura que bien plus tard. Mais voilà, c'est le fait de pas savoir, en fait, d'avoir envie d'en savoir plus, ça nous tient, alors qu'on a 3 épisodes qui sont pas ouf, mais qui sont intéressants quand même. Et puis, on arrive à cette révélation de qui est le gamin. Et vous le savez, ce gamin est tout simplement Billy, l'un des fils de la Scarlet Witch, donc c'est-à-dire Wanda, qui est mort, en fait, à la fin de la série, en fait. Wanda s'étant inventé une vie à travers des émissions de télé. À partir du moment où elle a décidé de sortir de cette série, elle a décidé également d'accepter le fait qu'elle n'ait pas d'enfants en vrai. Et donc, quelque part, elle a tué ses enfants fictifs. Et donc, Billy, qui a de gros pouvoirs psychiques comme sa mère, s'est réincarné dans un garçon qui a perdu la vie à ce moment-là. Comme beaucoup de monde, au début, j'ai pensé que c'était le fils d'Agatha, donc c'est-à-dire Nicolas Scratch. Mais c'est vrai que très vite, je me suis dit que c'était beaucoup trop simple, que ça devait être bien plus différent. Et en fait, je suis ravie qu'il s'agisse finalement de Billy et que ses motivations soient aussi nobles, qui est celle de retrouver son frère Tommy. Donc voilà, ça c'était une super révélation et j'étais en mode ah d'accord, c'est toi. Personnellement, j'ai adoré l'épisode de Lilia, qui est l'épisode de la voyante. C'est peut-être parce que je suis moi-même une witch qui tire le tarot, tout ça, donc voilà. Je suis pas voyante, mais c'est un épisode qui m'a énormément parlé. J'ai adoré en fait l'explication sur le fait qu'en fait on pensait qu'elle était complètement folle et qu'elle avait des absences. Mais en fait non, c'était parce que elle voyageait dans son propre corps à travers les époques. Et en fait, sans le vouloir, elle faisait des sauts dans le temps et elle ne comprenait pas forcément tout de suite où elle était. Donc ça, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Franchement, on va pas se mentir, c'est l'épisode qui remet l'église au milieu du village et qui nous fait comprendre les tenants et les aboutissants de la série. J'ai envie de dire, c'est un super avant-dernier épisode parce que comme les 2 derniers épisodes ont été diffusés le même jour,
bah j'avais un peu cette impression d'avant-dernier épisode, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la révélation sur le fait que depuis tout ce temps, Rio était finalement la mort, ça m'a laissé froide, en fait, ça m'a pas du tout parlé. Mais je pense que c'est tout simplement parce que je lis pas les comics, parce que apparemment, dans le monde des comics, ça a été... ah voilà. Donc voilà. Après, il y en a qui le savaient parce qu'ils ont été spoilés par des révélations. Je crois que c'est des sorties de de poupée pop. Rio qui est aussi l'amoureuse d'Agatha, donc relation compliquée, toxique comme elle dit, effectivement, plus toxique tu meurs, au premier sens du terme en fait. J'ai beaucoup aimé le fait que Jen s'en sorte, que Jen soit la seule sorcière qui s'en sorte parce que c'est une sorcière noire et que en général les personnages noirs dans les fictions c'est souvent les premiers à mourir et pour une fois c'est une noire qui survit, je trouve ça cool. Voilà, excusez-moi, mais je trouve ça cool. J'aurais dû mettre la route des sorcières dans les incohérences sur les sorcières, tout simplement parce que quand je regardais la série, je me disais mais c'est quoi la route des sorcières c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler et c'est normal. C'est normal que j'en ai jamais entendu parler, vous le savez, parce que c'est une invention en fait de Agatha et qu'en fait c'est tout simplement Billy qui a créé la route des sorcières sur un moment de panique et sans s'en rendre compte en fait, il est tellement puissant qu'il se rend même pas compte de sa puissance et j'ai trouvé ça très beau et très fort que Billy en fait ait créé la route des sorcières sans s'en rendre compte pour retrouver son frère. J'ai trouvé ça très joli. Et évidemment, j'ai aimé le fait que y ait le moment de rédemption où Agatha accepte de mourir pour sauver Billy, même si à la fin elle dit que c'était un risque calculé. Non, hein, t'es vraiment morte, t'es un fantôme. Me dis pas que c'est ce que tu voulais. On sait très bien que c'est pas le cas, mais que tu t'es accroché à un objet, elle s'est accrochée à son camé. Je disais que c'était important. Et par contre, il y a une incohérence également là aussi. Je pouvais pas en parler dans la partie sans spoiler. Il y a une incohérence parce que Billy trace un pentagramme pour la bannir en fait, alors que Agatha arrive à mettre un coup dans la main pour qu'il arrête en fait de la bannir avec l'aide du camé. Et ça, c'est normalement impossible à l'intérieur d'un pentagramme, parce que le but d'un pentagramme, ça va être tout simplement de protéger le pratiquant de toutes les énergies extérieures et en particulier des énergies négatives. Donc un fantôme normalement ne peut pas passer sa main dans un pentagramme. Donc ça, c'est une grosse incohérence qui est quand même un peu problématique pour moi. Mais bon, c'est une fiction. Hein. On va dire que c'est une fiction. Et donc voilà, j'ai aimé la fin, j'ai aimé le fait que finalement Agatha s'est sacrifiée, mais qu'elle ne soit pas totalement partie. Elle est morte, mais elle est pas partie. Et voilà, elle est toujours là. Donc j'ai trouvé ça cool. En revanche, ce que j'ai moins aimé dans la série, c'est que du coup, en fait, Alice, c'est qui? C'est juste une meuf, une voisine qui jardinait? Il en faut un petit peu plus pour être une sorcière verte quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et autre chose qu'on ne sait toujours pas, c'est pourquoi Agatha tuait les sorcières pour récupérer leur pouvoir. Dans quel but? Donc à quelle fin? On ne sait absolument pas. Donc ça me laisse toujours autant perplexe. On aurait pu nous l'expliquer. Et enfin, dernière chose que j'aime moyennement, mais j'aurais pu aussi le mettre dans les incohérences, parce que c'est que le nom de super-héros de Billy est Wiccan. Et je trouve ça assez confusant dans la mesure où la Wicca, c'est une religion qui va reprendre les principes, les traditions des sorcières, mais ça reste une religion autour de Dieu. Et alors, toutes les sorcières ne sont pas Wiccan, et tous les Wiccans ne sont pas des sorciers. Donc voilà, je trouve ça confusant que le mec il s'appelle Wiccan, alors que, bah en fait, il parle jamais, mais alors jamais, des deux dieux qu'il est censé vénérer. Donc voilà, il y a un côté un peu, on a pris un mot witch et on l'a utilisé pour nommer le personnage, et en fait, on ne sait pas du tout ce que veut dire ce mot à la base, parce que sinon on n'aurait jamais donné ce nom. Mais bon, à la décharge des créateurs de la série, enfin de la créatrice de la série, c'est pas de sa faute. En fait, elle a fait avec le matériel de Marvel, c'est surtout le créateur de ces deux personnages, de Tommy et Billy, qui ne sait pas du tout ce qu'est la Wicca en fait, et qui a utilisé ce mot sans savoir ce qu'il utilisait en fait, sans savoir ce que ça voulait dire. C'est dommage. Voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve que la série est quand même bien faite et que même le lore est bien écrit. Et pour la conclusion de cette série, à la fin, on comprend aisément qu'en fait, on va retrouver Billy et Wanda dans d'autres aventures, notamment parce qu'ils partent à la recherche de Tommy. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas compris, parce que moi au début je l'avais pas compris, il a fallu que je voie des vidéos de youtubeurs pour le comprendre moi-même, Billy réussit à redonner vie à Tommy. Vous savez, le petit garçon qui est en train de se noyer parce qu'il est bizuté par
ses camarades. En fait, Toby se réincarne en lui. Ce qui nous fait dire ça, c'est qu'en fait, tout d'un coup, Tommy sort de la route des sorcières. Et quand on sort de la route des sorcières, comme Jen, c'est qu'on a réalisé en fait son objectif. Du coup, clairement, on va clairement voir Lily, Toby et Agatha dans de prochaines aventures. Il y a fort à parier que ce sera dans la série Vision. Et cette série, elle sera là en 2026. Moi, je pense sincèrement que cette série aura bel et bien lieu. On avait vraiment des doutes avant que Agatha ne sorte, mais je pense qu'elle aura bel et bien lieu parce que la série est vraiment un succès critique et populaire. Donc, à mon avis, on la verra. Je pense que l'arc autour de Wanda est très très bien mené. Donc, à mon avis, on va voir tout ça et j'espère même secrètement, mais pas vraiment secrètement, qu'on reverra Wanda aussi, que toute cette petite famille sera finalement réunie. Voilà pour ma critique. Je vous le dis tout de suite, ne vous attachez pas trop au décor parce que pendant tout le mois de novembre, vous ne le verrez pas parce que j'ai déjà en fait tourné mes vidéos de novembre. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. J'ai un peu gâché la surprise en vous montrant ce décor-là. Mais ce décor-là, vous le verrez fin novembre, début décembre. Voilà, vous inquiétez pas. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous attendez pour la suite du MCU. Je serais ravie de voir ce que vous avez à dire sur le sujet. Je suis une grande fan, hein, vous l'aurez compris. Donc n'hésitez pas, on va pouvoir discuter sur le sujet. Si la vidéo sur Agatha fonctionne, il y a moyen que j'envisage de faire au moins une revue, de choisir une fiction sur laquelle faire une revue par mois, parce que en général les vidéos que je fais sur ce genre de sujet fonctionnent pas mal, donc voilà, on verra bien, mais il y a moyen que ça se passe, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, tout ça, d'avoir un petit point de vue féminin sur les séries sympas. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Plein de bisous, bye.